Parlons-en. Je t'écoute. Je m'appelle Isabelle, je suis prête à vous écouter. Isabelle. Un conseil ? Fuir. Un podcast de rencontre monté par Devan Perrault à partir des propos qu'il a recueillis auprès d'Isabelle. Ici, c'est Isabelle qui vous parle directement. Isabelle est une connaissance de Pascal. Elle nous appelle pour nous raconter son burn-out. Si son épuisement professionnel est bien réel, nous nous rendons vite compte qu'il est la conséquence du harcèlement de son ancien directeur. Isabelle nous livre l'histoire d'une relation toxique d'1 an et demi. Malmenée, manipulée et finalement isolée, elle fut profondément touchée. Pourtant, à force de pugnacité et avec une grande détermination, elle a fait de son épreuve le ciment de sa nouvelle aventure professionnelle. Isabelle est aujourd'hui chef d'entreprise. Isolement, acceptation, dépassement. Elle vous raconte son harcèlement. J'ai 47 ans, je suis quelqu'un de plutôt fonceur. J'ai toujours besoin d'avoir de nouveaux projets et j'aime réaliser des choses de façon efficace. Je suis quelqu'un qui avance et j'ai besoin de beaucoup d'autonomie. Dans tous mes travaux, j'ai dépassé les attentes du poste. J'arrivais toujours à prendre des tâches supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. J'aime prendre les choses en main et en faire plus. Pour moi, un problème a toujours une solution. Pourtant, alors que j'avais 41 ans et déjà presque 20 ans d'expérience dans le monde du travail, je suis tombée sur un problème auquel je ne pouvais pas trouver de solution. Mais avant cela, je vais vous raconter rapidement le parcours qui m'a menée à cette épreuve. Comme ça, vous en saurez un peu plus à mon propos. Premières années. J'ai eu mon bac à 17 ans, mon BTS à 19 ans, j'ai travaillé 1 an et demi en Allemagne, puis j'ai pris un poste d'assistante commerciale export à Paris. J'avais 21 ans. Je m'étais donné pour objectif de partir au bout de 5 ans. Donc comme prévu, après 5 années, j'ai démissionné pour travailler en intérim pour pouvoir être complètement disponible pour un poste à Nantes. Ce que j'ai fini par trouver 1 an plus tard, toujours comme assistante commerciale export. C'est à Nantes en 2002 que j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, j'avais 30 ans. En 2006, je me suis mariée et à la fin de l'année, nous sommes partis en Champagne-Ardenne pour une promotion pour mon mari. J'ai retrouvé un poste d'assistante de direction dans un CFA. J'ai toujours bien aimé ce type de poste, notamment pour l'interface qu'il représente entre la direction et tous les autres services. En 2008, juste après la naissance de notre premier enfant, nous quittons la Champagne-Ardenne pour aller vivre dans le sud, où notre deuxième enfant est né en 2009. Après 3 années dans le sud, nous décidons de revenir à Nantes. Mon mari retrouve un poste et moi je reprends contact avec mon ancien directeur. Là, j'ai vraiment de la chance puisque justement, un de leurs nouveaux directeurs recherche une assistante de direction. Celle qui est en poste ne lui convient pas. Maintenant, je sais pourquoi. Affrontement et goutte d'eau. Je retourne donc dans cette société en juillet 2011. À ce moment-là, mes enfants ont 2 ans et 3 ans, ce qui a son importance puisque ça signifie que j'ai quand même 2 enfants en bas âge à gérer. J'en ai la charge puisque mon mari a un poste prenant. Je m'occupe des transports, de l'école, de la nounou, de la maison, etc. Lorsque je rencontre mon directeur, je me dis « Super, ce gars, c'est exactement l'ancien chef que j'avais. » Sauf que 15 jours plus tard, je commence déjà à avoir des doutes. Au premier séminaire auquel nous participons, il ne me répond pas quand je lui parle, et ne me parle pas du tout lors de ces 3 journées. Je me dis, bon ok, c'est son premier séminaire à lui aussi, il a beaucoup de pression, il doit relever la division, ok, je peux comprendre. Mais au fur et à mesure, je suis de plus en plus mal à l'aise. Il oublie de me faire participer à des réunions qui pourtant me concernent directement et suite auxquelles j'ai des actions à mener. Il m'appelle régulièrement lorsque c'est l'heure de partir, il me demande de lui rapporter ce que les autres lui disent, me demande d'agir en sous-main. Il se montre souvent déstabilisant. Il change beaucoup d'humeur. Il peut être jovial et d'un coup très cassant. Il me dit tout et son contraire. Comme régulièrement il me dit ne pas m'avoir demandé telle ou telle chose, ou me dit que je ne l'ai pas bien compris, je prends l'habitude de confirmer par email les actions demandées ou le résultat de nos réunions. Je le fais d'une part pour être sûr que nous nous soyons bien compris, mais aussi pour avoir des traces écrites de ce qu'il me demande. Il ne me répond jamais par écrit. Me dit que je perds du temps à ça.
Et quand je reprends ma liste face à lui pour vérifier l'avancement, il s'agace et me dit généralement « Écoute, on en a déjà parlé, si t'es pas capable de comprendre tout de suite ce que je te demande, ça va être compliqué. » Il isole chaque membre de son équipe et je commence à me sentir vraiment très seule. De plus, assistante de direction est un poste particulier qui isole déjà naturellement puisqu'on est proche du directeur et du coup assez loin des autres collaborateurs. Petit à petit, ça commence à être vraiment dur. Il y a vraiment beaucoup de travail, mais moi, à mon habitude, ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas assez de projets, mais trop d'administratifs. L'administratif fait partie du poste, mais j'ai toujours besoin d'une partie projet pour réaliser des choses. Les projets devaient d'ailleurs être une partie importante du poste, mais finalement ce n'est pas le cas. Je lui en parle, il me dit ok, mais finalement me donne encore plus d'administratif. Pendant longtemps, je pense que le problème vient de moi. Je n'avais pas travaillé depuis plus de 3 ans. Je me dis que c'est le temps qu'il faut pour que je me réadapte. De plus en plus souvent, je rentre chez moi et je pleure. Je dors énormément les week-ends pour récupérer. J'en parle régulièrement à mon entourage, et même si mes proches sont à l'écoute et que mon mari me conseille, personne ne voit que je suis en danger. Moi non plus, je ne le vois pas. Je ne me rends pas compte que ce qui se passe est grave et profond. Finalement, je crois que c'est essentiellement dû à ma façon d'être. Je suis quelqu'un de courageux, je ne lâche pas. Et comme je l'ai dit, à tout problème, il y a une solution. Et là, je me dis, je vais finir par y arriver, il ne m'aura pas. En janvier 2013, je pars faire une méhari dans le désert, ce qui me fait du bien. Je prends du recul. Je commence à cibler le fond du problème, mon directeur. En février, je fais un bilan de compétences avec une psychologue du travail. Je lui explique ma situation et elle pointe le même problème. Lui, pas moi. Au mois de mai 2013, on part passer le week-end de l'Ascension chez des amis et j'ai un vertige alors que je suis en train de conduire mon mari et mes 2 enfants. Mon mari récupère le volant et je lui dis « Non mais t'inquiète pas, ça m'arrive régulièrement. » Là, il me répond « Si, quand même, là je m'inquiète. » Et de là, il commence à me poser des questions, à s'apercevoir que physiquement, je suis très très mal. Il me fait prendre rendez-vous chez le médecin la semaine suivante. Le lundi, il se passe encore un truc avec mon chef. Je lui dis quelque chose, je ne sais plus quoi. Et à midi, une collègue qui voit que je ne suis pas bien me propose de déjeuner avec elle. Et lui s'impose à table avec nous. Et pendant le repas, une fois de plus, insidieusement, il transforme complètement ce que je lui avais dit. Et ça, c'est la goutte d'eau. Je rentre et au bureau, je me sens comme enterrée vivante. Je n'arrive plus à ouvrir complètement les yeux. Les paupières sont trop lourdes. En pleurs, j'appelle le médecin qui n'a pas de rendez-vous avant le vendredi. Je rappelle mon mari qui me dit « Tu ne peux pas rester comme ça, il faut absolument que tu obtiennes un rendez-vous aujourd'hui même. » Je rappelle le médecin et j'obtiens un rendez-vous pour le soir même. Le médecin m'écoute et me dit « Impossible que vous retourniez travailler. » Moi, je lui dis, toujours en pleurs, « Ok, on arrête pour 8 jours. » Lui me répond « Non, ce sera au moins 15, voire plus. » Là, je me dis « Mais non, bien sûr que non, je serai sur pied la semaine prochaine. » D'ailleurs, j'ai beaucoup de travail. Dès le lendemain, j'informe les RH que je suis en arrêt. Mon chef fait appeler la responsable marketing. À partir de là, je ne réponds plus au téléphone. Pendant mes 15 jours d'arrêt, je me dis, un peu tous les jours, bon, ok, 15 jours, mais pas plus. Et après les 15 jours, je suis physiquement incapable de retourner au travail. Le médecin me prolonge de 15 jours, puis 1 mois supplémentaire, puis un autre. En tout, mon burn-out, puisque finalement il s'agit bien d'un burn-out, dure 1 an et demi. Prise de conscience. Au début, je pleure sans discontinuer. Tout est compliqué. Aller chercher les enfants à l'école est une épreuve, parce que je vois des mamans que je connais qui viennent vers moi pour discuter. Normalement, je suis quelqu'un de plutôt social, et là, je me sens pas du tout capable de parler. Je ne dors pas la nuit. Je fais 2-3 heures de sieste le matin et 2-3 l'après-midi. Au bout d'un moment, je commence à prendre des antidépresseurs et là, je retrouve enfin le sommeil de nuit. Pendant 5 mois, je dors énormément. Toute conversation me fatigue incroyablement. Sur cette période, j'éprouve un véritable sentiment d'échec. Je me dis, je n'ai pas réussi. Après, je passe par une nouvelle phase avec mon médecin du travail, celle de la compréhension.
Il me dit, à partir du personnage de mon directeur que je lui ai décrit, qu'il s'agit probablement d'un manipulateur pervers narcissique. Et je commence à me dire, ouf, en fait, c'est pas moi le problème. Le médecin de la sécurité sociale me demande d'aller voir un psy. Au départ, je suis vraiment en colère, parce que je me dis que c'est lui le problème, et pourtant c'est moi qui dois consulter un psy. Le psy, lorsqu'on se voit, me dit « Il faut regarder pourquoi vous l'avez laissé faire », ce qui me met vraiment très très en colère. Bien sûr que je ne l'ai pas laissé faire. Mais au final, en regardant de plus près, si je l'ai laissé faire. Parce que j'aurais pu partir avant. J'aurais pu poser les armes, et le problème est bien là, je ne l'ai pas fait. Je combattais cette personne, alors que le combat était perdu d'avance. Et je me disais, c'est moi qui vais gagner, ou en tout cas, ce ne sera pas lui. Petit à petit, je comprends tout ça. Je comprends que j'aurais dû partir plus tôt. Quelque part, je l'ai autorisé en fait. J'aurais dû partir plus tôt parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire contre ce genre de personnes. Mais c'est difficile de le voir quand on y est. En décembre, alors que j'en suis à 8 mois d'arrêt, je commence à faire partie de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'école de mes enfants. Je propose une action et je dois la présenter devant 20 personnes, ce qui habituellement ne me pose aucun problème. Et là, dès que certaines personnes commencent à me poser des questions, je me sens agressée. À ce moment-là, je comprends que je ne veux plus aller dans le monde de l'entreprise. D'ailleurs, je ne peux plus. Je sors vraiment de mon burn-out au moment de la rupture conventionnelle, en août 2014. Je peux enfin me dire, ça y est, il ne me fera plus de mal. Tout lien entre lui et moi est désormais rompu. La force de la création. Début 2015, j'ai créé mon entreprise. J'avais déjà rénové des appartements dans un cadre privé et mon bilan de compétences faisait ressortir que j'avais besoin de beaucoup d'autonomie et de projets à moi. Depuis longtemps, je pensais qu'un jour, sans doute, je créerais ma boîte, mais je ne savais pas trop dans quoi et j'ai trouvé en fait. Je suis maintenant prestataire de services, je recherche des biens immobiliers pour mes clients investisseurs, puis je mène les travaux avec les artisans et je gère la location. Au sujet de mon harcèlement, parce qu'au final c'est bien de ça dont il s'agit, je pense que j'ai bien fait de ne pas attaquer au prud'homme mon ex-patron. Pourtant, j'en ai eu vraiment très envie. Je voulais même créer un groupe avec tous ceux qui avaient été sous sa coupe et qui avaient été licenciés. J'ai pris un avocat au moment de la rupture conventionnelle, mais mon mari m'a dissuadé d'aller plus loin. Et je suis convaincue aujourd'hui qu'il a eu raison. J'y aurais mis beaucoup trop d'énergie. Je serais restée longtemps dans ce négatif qui m'aurait pollué. En plus, il était vraiment fort, il ne laissait aucune trace. Je me suis épargné ce nouveau combat qui était sans doute perdu d'avance. Aujourd'hui, je peux dire que c'est cette épreuve qui m'a permis d'arriver à ce que je fais aujourd'hui et à la création de mon entreprise. Sans cela, je ne l'aurais sans doute pas fait. J'aurais plaisir à vous écouter si vous avez besoin d'aide à propos d'un harcèlement. Ce que je vous conseillerais, c'est de vous écouter, d'écouter votre ressenti profond, votre instinct. La plupart du temps, quand il y a harcèlement, la solution c'est la fuite. C'est une décision qui a été prise par un autre de mener le harcèlement, ce n'est pas la vôtre. Et quoi qu'on fasse, le sort de cette relation est réglé.